Bonjour à tous, voici la deuxième partie de la vidéo consacrée à l'histoire de la lumière, sa nature et ses propriétés. Je vous invite donc à voir la première partie si ce n'est déjà fait. Dans cette vidéo, nous parlerons de la nature de la lumière de manière historique. La période couverte ira de la Renaissance jusqu'à notre époque. La troisième vidéo sera plus théorique et traitera de la nature et des propriétés de la lumière ainsi que les applications en photographie. Entrons donc sans plus tarder dans cette deuxième partie. Avant d'aborder le premier personnage, je tiens à vous exposer en vitesse le contexte historique qui précède la naissance de celui-ci en 1473. Nous avons quitté la première vidéo au début du XVIe dans un contexte religieux pour le moins troublé. Réformes protestantes, calvinistes et anglicanes ont semé le trouble. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que la transmission des écrits musulmans et antiques a débuté doucement vers le XIe siècle. Milieu du XIIIe, nous avions d'ailleurs vu un Thomas d'Aquin tenter de réconcilier la philosophie avec la foi. Nous avions aussi mentionné que ces écrits un peu trop visionnaires avaient été condamnés. Quelques années plus tard, ceux-ci deviennent pourtant la base de la théologie. Il faut savoir qu'à partir du XIe siècle, l'Église devient une institution qui joue un rôle politique de plus en plus puissant suite notamment à la réforme grégorienne. Le pape, et non plus l'empereur, élit désormais les évêques. Quant au pape, il est élu par les cardinaux et l'empereur n'a plus rien à dire. L'empereur Henri IV qui contestera cela se verra d'ailleurs excommunié en 1076. Cette réforme prendra quelque temps à se mettre en place car il y aura bien d'autres puissants qui tenteront de s'y opposer. Mais dès le début du XIIe siècle, l'Église est devenue indépendante du pouvoir laïque et le pape est son représentant souverain. L'Église est riche, influente et dispose du savoir qui est conservé dans les monastères. Outre la sphère religieuse, seuls certains privilégiés et de riches nobles ont accès à l'enseignement qui commence à se développer suite à l'apparition des universités et la multiplication des collèges. À cette époque, la majorité de l'Occident est chrétien. Et ce lien qui unit les peuples au-delà des frontières donne à l'Église un pouvoir certain. En effet, la vie des gens est réglée dès leur naissance par l'appartenance à cette communauté chrétienne. On les baptise et ils doivent respecter les règles établies, sans quoi ils sont écartés de la communauté. Fin du XIIe siècle, le puissant pape Innocent III renforce encore l'autorité de l'Église amorcée par Grégoire VII. Il crée le tribunal d'inquisition qui sera dès 1231 renforcé par son successeur Grégoire IX. Ce tribunal a pour but de lutter contre les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les dogmes établis par l'Église catholique romaine. Les punitions vont de la simple réprimande à la mort. Au départ, cette institution sert à combattre les sectes qui se multiplient, mais elle évoluera au cours du temps et condamnera tous ceux qui s'élèvent contre le pouvoir religieux. À partir du XIVe siècle, le savoir se diffuse de plus en plus, et au XVe, de plus en plus de gens ont accès à la culture, et l'on étudie non plus seulement la théologie, mais aussi la culture ancienne. C'est le début de l'humanisme. Fin du XVe, l'imprimerie accélérera encore l'accès aux connaissances. Les écoles et les métiers se multiplient. On a de plus en plus besoin de scientifiques pour poursuivre la découverte et la conquête du monde amorcée par Christophe Colomb. Il faut en effet des ingénieurs pour la guerre, la marine, le génie civil, etc. La propagation des écrits s'intensifie et fin du XVIe, l'Inquisition demandera la création de l'index, c'est-à-dire un registre où l'on indique les livres interdits de lecture. Ce rappel historique permet de comprendre le courage qu'il fallait pour s'élever contre les dogmes de l'Église et écrire des ouvrages qui vont à l'encontre de ceux-ci. Le premier personnage dont je vais vous parler est Nicolas Copernic, né en 1473 dans l'actuelle Pologne. On le connaît pour avoir proposé et défendu une autre vision du monde. Contrairement à Ptolémée qui place la Terre au centre du monde, Copernic y place le Soleil. Ce sont les planètes qui tournent autour de celui-ci. Ce modèle, bien plus simple, permet d'expliquer le mouvement rétrograde des planètes sans avoir recours aux artifices que sont les épicycles. D'autres avant lui avaient déjà envisagé la chose. Mais sa force a été d'avoir réussi à convaincre. Son apport sera si important que l'on parlera plus tard de révolution copernicienne. Il développe le modèle héliocentrique dans un traité qui sera publié en 1543. Ce modèle qui va à l'encontre d'Aristote va agiter la sphère religieuse.
Le livre sera d'ailleurs mis à l'index en 1616. On conçoit alors très mal que la Terre puisse se déplacer et ne plus être le centre de l'univers. Un certain Giordano Bruno, frère dominicain né en 1548, sera lui brûlé sur la place publique pour apostasie et hérésie après avoir défendu un tel système, proposé un univers infini, remis en cause la virginité de la Vierge ainsi que l'existence du Christ comme un dieu, etc. On ne plaisante pas avec ces choses-là. La fin du XVIe siècle marque aussi l'apparition de la longue vue, qui serait apparue soit en Italie ou encore en Hollande. Les sources ne sont pas sûres. Le XVIIe siècle qui arrive va être riche en découvertes majeures. C'est vraiment à partir de ce moment que l'on va étudier sérieusement la lumière. Galilée, né à Pise en 1564, ayant eu vent de l'invention de la lunette terrestre, se met à en construire et les transforme en vue d'observer les astres. Il est un des pionniers de l'observation céleste. À partir de 1609, il multiplie la construction de lunettes et les observations. Il découvre la Voie lactée, les satellites de Jupiter, les anneaux de Saturne, le relief de la Lune, les taches solaires, etc. Il est un défenseur de la thèse copernicienne, qui est d'ailleurs confirmée par ses observations astronomiques. On pense que Galilée a tenté de mesurer la vitesse de la lumière. Les sources ne sont pas certaines, mais quoi qu'il en soit, il n'y arrivera pas. Il est un grand fervent de la méthode expérimentale. Pour lui, la foi peut être séparée des avancées scientifiques qui s'expliquent simplement par la raison. Galilée, qui est un catholique modèle et a de bonnes relations avec l'Église, verra pourtant ses travaux condamnés. En 1633, Louis, qui soutient l'héliocentrisme, devra abjurer et sera même emprisonné avant d'être assigné à résidence. Il faudra attendre 1835 pour que les écrits de Copernic et de Galilée soient définitivement retirés de l'index. L'époque de Galilée est aussi connue pour être le début de la mécanique, une branche des mathématiques qui étudie notamment le mouvement des objets. Kepler, né en Allemagne, est un autre adepte de l'héliocentrisme. Il établit des lois mathématiques, les lois de Kepler, qui expliquent le mouvement des planètes autour du Soleil à l'aide d'orbites elliptiques et non pas circulaires. Il travaille aussi dans le domaine de l'optique et écrit des lois décrivant les phénomènes comme la réfraction. Kepler est en outre persuadé que l'image se forme sur la rétine et non pas sur le cristallin. Pour lui, le cerveau est tout à fait capable de la retourner. Il aidera aussi Galilée à améliorer la fabrication de ses lunettes astronomiques. Ces idées, en complet désaccord avec la religion, l'obligeront à se réfugier à Prague dès 1600 où il travaille avec un certain Tycho Brahe, célèbre astronome danois qui publiera des catalogues de positions d'étoiles très précis. C'est d'ailleurs grâce à ces relevés très précis que Kepler réussira à établir ces fameuses lois et ainsi expliquer la mécanique céleste. C'est le début du mécanisme, une théorie matérialiste qui explique que tout effet a une cause. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Une vision dangereuse pour la scolastique. À la même époque, Descartes, philosophe et scientifique français, fonde une nouvelle façon de penser qui est en opposition avec la scolastique qu'il juge trop spéculative. Il dit en résumé que l'homme peut accéder à la connaissance par sa seule raison. Apprenant en 1633 que Galilée a été condamné, il hésite à publier le Traité du monde et de la lumière, une de ses œuvres scientifiques où il soutient l'héliocentrisme. Finalement, ce traité paraîtra en 1664, 14 ans après sa mort. Dans les méditations métaphysiques, il dit qu'il faut douter de tout et surtout de nos connaissances préétablies, comme celles enseignées par la scolastique. Il faut aussi douter de nos sens. Il ne doute pourtant pas de l'existence d'un Dieu comme cause première d'un monde infini. Il donne même les preuves de son existence. Dans son livre « Les principes de la philosophie », tout comme Platon, il sépare l'âme, siège de la raison, du corps, siège des sens. En optique, il écrit les lois sur la réflexion et la réfraction. Elles sont connues sous le nom de Snell-Descartes et sont toujours en vigueur à notre époque. Comme quasi tout le monde à l'époque, il considère que la propagation de la lumière est immédiate. Enfin, ses œuvres seront mises à l'index en 1663. En 1665, Londres est confrontée à une épidémie de peste bubonique. Ce n'est qu'à l'hiver 1666 que celle-ci sera enrayée. On estime qu'elle aura fait chuter la population de plus ou moins 20% en faisant une centaine de milliers de morts. Certains historiens considèrent que le grand incendie de Londres en 1666 a contribué à l'éradication de ce fléau. Pendant ce temps, l'université de Cambridge est fermée pour cause de peste. Un jeune étudiant anglais, un certain Isaac Newton, alors âgé de 23 ans, doit rentrer dans son foyer.
Il lit beaucoup et fait ses premières expériences sur la lumière dans la chambre familiale en 1666. Lors d'une de ces expériences, Newton laisse passer par un petit trou un rayon de lumière dirigé sur un prisme. Il voit alors la lumière en ressortir étalée et colorée. Il trouve l'image qu'il obtient magnifique et l'appelle un spectre. Cela, il le savait déjà, le phénomène avait déjà été observé avant. On avait déjà remarqué lors de la construction des premières lunettes qu'une lentille produisait des couleurs qu'on pensait alors dues à la nature du verre. Ce phénomène gênant pour l'observation, on l'observe toujours de nos jours, même avec nos optiques modernes, c'est l'aberration chromatique. De son côté, Newton va tenter de trouver une explication rationnelle au phénomène de décomposition des couleurs par un prisme. Après avoir observé le spectre de couleurs, il mène son expérience clé. Celle-ci consiste à faire passer une décomposante colorée du spectre dans un autre prisme afin de voir si elle se décompose à son tour. L'expérience montre que la nouvelle couleur isolée ne subit pas de transformation. Il y a donc des couleurs pures qui ne sont pas décomposables. Lors d'une autre expérience, il constate qu'en refocalisant via une lentille les rayons séparés, il obtient à nouveau une lumière blanche. Il multiplie les expériences et de toutes celles-ci, il conclut que la nature du verre n'est pas à l'origine des couleurs, que la lumière est composée de plusieurs couleurs et que celles-ci sont déviées avec des angles différents en traversant le prisme. On dit que les rayons sont réfractés de façon différente et ceci suivant leur couleur. Il constate que les rouges sont les rayons les moins réfractés. Il remarque aussi qu'en additionnant des couleurs qui ont été séparées entre elles, celles-ci donnent une autre couleur. Il conclut donc qu'il y a des couleurs pures et d'autres composées de celles-ci. On peut donc dire que les travaux de Newton sont à la base de la théorie de la lumière et des couleurs. Il présente ses travaux à partir de 1666 et commence à les publier jusqu'en 1672. Toutes ces théories sont expliquées par la nature corpusculaire de la lumière. Bien évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec Newton. Un certain Christian Huygens, astronome néerlandais, présente dès 1678 ses travaux qui permettent d'expliquer les phénomènes optiques de réflexion et de réfraction grâce à une théorie ondulatoire de la lumière. Il explique même la double réfraction, un phénomène inexplicable à l'aide d'une théorie corpusculaire. Sa théorie ondulatoire sera complétée et publiée dès 1690. Mais à cette époque, Newton a découvert les lois de la gravitation universelle en se basant notamment sur les lois de Kepler. Une théorie qui présente la gravitation comme une force expliquant que les corps s'attirent entre eux en fonction de leur masse et de la distance qui les sépare. Cette nouvelle théorie permet d'expliquer de nombreux phénomènes physiques jusque-là incompris et connaît naturellement un énorme succès. On dira même que Newton a percé les lois de la nature. Sa théorie permet d'expliquer précisément le mouvement des planètes, de prédire leur position et donc de comprendre l'univers. Bref, c'est une révolution majeure. On peut expliquer le monde. Il y a donc un avant et un après Newton. Autant dire qu'il jouit à cette époque d'une renommée internationale et d'une aura incroyable. Les détracteurs de ces thèses, comme notre cher Huygens, n'auront guère voix au chapitre. Quasi tous les scientifiques de l'époque se rallient à Newton. C'est en 1704 qu'il publie son livre Optique, pourtant achevé 20 ans plus tôt. Il y relate tous ses travaux concernant la lumière de façon précise à l'aide d'une théorie corpusculaire. L'explication des phénomènes optiques par Newton et sa théorie corpusculaire est pourtant loin d'être parfaite, mais à cette époque ses détracteurs, partisans de la théorie ondulatoire, qui n'expliquent pas tout non plus, sont morts. Pendant plus de 100 ans, quasi personne ne remettra en cause Newton et ceux qui le feront seront bien vite ridiculisés. Pour la petite histoire, Newton inventera aussi le télescope qui, contrairement à la lunette astronomique, est basé sur le principe de réflexion de la lumière plutôt que celui de la réfraction. Ceci permet d'éviter les aberrations chromatiques dues aux lentilles et de construire des instruments bien plus maniables. En 1676, un autre fait marquant est le travail de l'astronome danois Ole Christensen Romer sur les éclipses des satellites de Jupiter. Ces observations lui permettent de formuler l'hypothèse suivante. La lumière a une vitesse finie. Bien qu'il ne s'intéresse pas au calcul de cette vitesse, on peut donner la première estimation de celle-ci suite à ses travaux et les connaissances de l'époque. D'après ces données, elle est de l'ordre de plus ou moins 215 000 km/s. Une mesure plus précise, à 299 648 km/s, sera effectuée par l'astronome anglais James Bradley en utilisant une autre méthode. Après Newton, le nombre de découvertes et de théories vont s'enchaîner à un rythme soutenu.
Je ne vais donc vous présenter que quelques-uns des acteurs importants après cette époque. En 1793, l'anglais Thomas Young, médecin de formation, étudie l'œil. Il découvre qu'en se courbant, le cristallin permet à la vision de s'accommoder par rapport à la distance du sujet observé. Il est aussi à l'origine d'une théorie trichromatique de notre perception des couleurs. En optique, il est surtout célèbre pour avoir entrepris en 1801 une expérience connue sous le nom de fente de Young. Il fait passer la lumière au travers de deux fentes. Celle-ci, en se diffractant, produit des franges d'interférence qui ne peuvent d'après lui s'expliquer que par la nature ondulatoire de la lumière. Ces travaux, mal présentés et peu précis, sont publiés en 1804. Ceux-ci déchaînent le courroux du monde scientifique qui n'hésite alors pas à insulter violemment Young et ses travaux. C'est vers 1815 qu'un certain Augustin Fresnel, français âgé de 27 ans, commence ses travaux sur la nature ondulatoire de la lumière. En 1819, Fresnel remet ses travaux sur la diffraction à l'Académie des sciences. Celle-ci avait en effet lancé un concours qui devait enfin permettre de définitivement trancher sur la nature ondulatoire ou corpusculaire de la lumière. Poisson, un des membres du jury et fervent partisan de la théorie corpusculaire, pense trouver une faille dans la théorie de Fresnel. Il propose alors une expérience qui devait ruiner les travaux de ce dernier. L'expérience fut une réussite totale. Pour Fresnel, plus personne ne pouvait douter de la nature ondulatoire de la lumière, même si certains n'avaleront pas la pilule et continueront à s'y opposer. En 1821, la théorie ondulatoire est complète. Elle permet même d'expliquer la polarisation de la lumière, notion introduite en 1808 par Étienne Louis Malus et jusqu'alors inexpliquée. En 1850, Léon Foucault démontre que la lumière se déplace plus vite dans l'air que dans l'eau, chose que contredisait Newton. Un coup de plus porté à la théorie corpusculaire de Newton. Vers la même époque, un autre grand scientifique, Maxwell, s'intéresse aux travaux de Faraday et d'Ampère sur l'électricité et le magnétisme. En 1864, il unifie tout ce que l'on connaît alors des théories sur l'électricité et sur le magnétisme à l'aide de 4 équations. Grâce à sa théorie basée sur ces 4 équations, il finit par trouver que la lumière est une onde électromagnétique qui se déplace dans le vide à plus ou moins 300 000 km/s. Bien que les scientifiques de l'époque ne soient pas prêts à accepter une telle théorie qu'ils jugent invraisemblable, elle sera bien vite considérée comme une avancée majeure de la science. Malheureusement, tout ceci sera confirmé après sa mort qui survient en 1879. C'est en effet à partir de 1885 qu'un ingénieur allemand, Hertz, commence à travailler sur les théories de Maxwell. Ce dernier avait notamment prédit que pour chaque fréquence du spectre électromagnétique, il y avait une onde qui se déplaçait dans le vide à 300 000 km/s, soit la vitesse de la lumière. En 1888, grâce à des expériences, il découvre en effet la propagation des ondes dans l'air à 300 000 km/s. Lui qui pensait que tout ceci n'aurait pas d'application, on sait maintenant que ce n'est pas le cas et l'on nommera les ondes hertziennes en son honneur. En 1886, il découvre aussi l'effet photoélectrique, c'est-à-dire l'émission d'un courant électrique par un métal soumis à la lumière, autrement dit un rayonnement électromagnétique. Il faudra attendre Einstein pour comprendre ce phénomène. En 1895, Röntgen découvre les rayons X. Les rayons gamma sont quant à eux découverts en 1900 par Paul Villard, un chimiste français. On connaît alors l'ensemble du spectre électromagnétique et on peut voir que la lumière n'est qu'une toute petite partie de ce dernier. Le rayonnement infrarouge avait été découvert dès 1800 par Herschel, célèbre astronome britannique, et les rayons ultraviolets dès 1801 par Johann Wilhelm Ritter, un physicien allemand. Herschel, en voulant mesurer la température des différentes couleurs sortant d'un prisme, avait remarqué que son thermomètre continuait à s'échauffer au-delà de la couleur rouge du spectre. Quant à Ritter, une expérience analogue lui montra que son papier imbibé de chlorure d'argent réagissait en deçà du violet. Il existait donc des rayons invisibles de part et d'autre du spectre lumineux. Même si à l'époque on ne savait expliquer ces phénomènes, on les avait remarqués. En 1871, Rayleigh explique la couleur bleue du ciel. Il nous dit que la lumière émise par le Soleil est diffusée par les molécules présentes dans l'air. Or, en passant à travers celle-ci, la composante bleue de la lumière solaire est beaucoup plus diffusée que les autres composantes. Fin du XIXe siècle, Lord Kelvin confie que l'on est arrivé au bout de la science. Tout peut être expliqué à l'aide des théories de gravitation newtonienne et de l'électromagnétisme de façon harmonieuse.
Il ne reste qu'à améliorer la précision et comprendre deux phénomènes encore inexpliqués, à savoir celui du rayonnement du corps noir et celui de la propagation de la lumière dans l'éther. Comme nous allons le voir, même les plus brillants esprits scientifiques peuvent se tromper. En effet, un peu plus tard, en 1905, un jeune physicien de 26 ans, Albert Einstein, introduit la relativité restreinte pour laquelle l'existence de l'éther n'est plus nécessaire. Jusqu'alors, quasi tous les savants pensaient que la lumière devait obligatoirement se propager dans un milieu que l'on nommait éther. Un peu plus tard, en 1916, il publie la relativité générale ou, si l'on préfère, la loi de gravitation universelle. Cette théorie, qui va plus loin que celle de Newton, est donc une révolution majeure. Einstein est aussi connu pour la fameuse formule E égale mc², dont tout le monde a dû entendre parler au moins une fois dans sa vie. Elle exprime simplement une équivalence entre l'énergie et la masse. Voici ce qu'Einstein en dit lui-même. L'énergie au repos E d'une particule libre est égale à sa masse m multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, c dans le vide. E, c'est donc de l'énergie, m la masse et c la vitesse de la lumière. Cette équation exprime donc que l'énergie c'est de la masse et inversement. Voilà qui révolutionne la physique. En 1905, son année miracle, il sort aussi une autre théorie, cette fois-ci sur la lumière où il nous explique que sa nature est corpusculaire. Comment est-ce possible alors que l'on avait fini par démontrer sa nature ondulatoire? Pour le comprendre, remontons quelques années plus tôt où Max Planck, physicien allemand, travaille sur la résolution du problème dit du rayonnement du corps noir. Un problème qui date depuis le début du 19e siècle, époque où l'on essayait de comprendre pourquoi un corps chauffé tel une barre de fer émet de la lumière variant du rouge au bleu plus on la chauffe. Pour mettre cela en évidence et établir des lois, les physiciens inventent un objet théorique parfait, le corps noir. Autrement dit, un objet idéal absorbant toutes les radiations électromagnétiques, donc un corps totalement absorbant. Or, un tel corps recevant de l'énergie doit en réémettre, sinon il chaufferait indéfiniment. Et en effet, le corps noir émet des rayonnements de longueur d'onde qui dépendent de la température à laquelle il se trouve. Ne reste plus qu'à trouver une formule mathématique donnant la valeur d'énergie réémise en corrélation avec la température du corps noir. Il faudra attendre 1900 pour que Planck découvre une loi permettant d'expliquer le comportement de ce rayonnement. Pour y parvenir, il se voit contraint d'introduire la notion de paquet d'énergie dans sa formule. Il considère cependant qu'il s'agit là d'un artifice mathématique permettant de correspondre aux observations expérimentales. À cette époque, Planck ne s'en doute pas, mais sa découverte sera à l'origine du début d'une nouvelle révolution, la naissance de la physique quantique. C'est en se basant sur les travaux de Planck qu'en 1905, Einstein révolutionne la nature de la lumière en expliquant que celle-ci est constituée de paquets d'énergie que l'on peut assimiler à des corpuscules. Plus tard, en 1920, on appellera ces paquets d'énergie des photons. C'est d'ailleurs aussi cette théorie qui permet d'expliquer les phénomènes photoélectriques. Le problème qu'admet Einstein lui-même est que sa théorie corpusculaire ne permet pas d'expliquer les interférences lumineuses comme le fait la théorie ondulatoire. Début du XXe siècle marque de grandes avancées scientifiques et, comme on l'a vu, le début d'une nouvelle physique. Le problème de cette physique quantique est que l'on ne sait plus la représenter par des schémas explicatifs. On a recours aux pures mathématiques et il est extrêmement compliqué de la vulgariser. D'ailleurs, en 1965, le célèbre physicien Richard Feynman, prix Nobel en 1964, n'hésite pas à déclarer « Je crois pouvoir dire sans risque de me tromper que personne ne comprend la mécanique quantique. Même s'il s'agit d'une boutade, il y a quand même là un fond de vérité mettant en avant la complexité à comprendre cette physique. Je vais donc juste me contenter de citer quelques avancées majeures ayant eu lieu début de ce siècle. Je reviendrai aussi sur un sujet important que je n'ai pas encore abordé, la spectroscopie. Commençons par dire que, fin du 19e, début du 20e siècle, peu nombreux sont les scientifiques qui croient à l'existence de l'atome. Pourtant, bientôt, ce concept sera admis. Les avancées se font de plus en plus nombreuses et en 1911, Rutherford propose un modèle atomique basé sur la physique classique. Il reprend en réalité le modèle que Perrin avait proposé dès 1902. Celui-ci ressemble à un mini-système solaire avec le Soleil comme noyau et les planètes comme électrons. Bien que joli, ce modèle s'avère en contradiction avec l'expérience. En 1913, à peine 2 ans plus tard, Bohr donne un autre modèle de l'atome qui ne s'explique pas par la physique classique.
la constante de Planck est introduite dans la matière. Les électrons ne peuvent tourner qu'à des distances bien définies du noyau. Une belle avancée qui, elle aussi, n'explique pas tout. Ces avancées sur l'atome permettront de mieux comprendre les phénomènes d'absorption de l'énergie photonique. Les photons absorbés vont agiter l'atome et celui-ci va soit transformer cette énergie en chaleur, soit réémettre de l'énergie électromagnétique, autrement dit des photons. Ces phénomènes d'absorption-réémission permettent de comprendre pourquoi certains objets éclairés par de la lumière blanche sont noirs, verts ou encore rouges. Un objet noir absorbe quasi tous les rayons lumineux et ne réémet presque rien. Il chauffe et apparaît noir. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous habiller en noir lorsque le soleil est généreux. Habillez-vous plutôt en blanc. Quant aux plantes, elles sont majoritairement vertes car elles comportent un pigment nommé chlorophylle qui absorbe la quasi-totalité du spectre lumineux, mais beaucoup moins le vert. C'est donc cette longueur d'onde qui est réémise et que nous voyons. L'énergie solaire absorbée par la plante intervient quant à elle dans la photosynthèse, un processus chimique indispensable à la vie de celle-ci. Il existe une branche de la physique qui étudie l'interaction entre la matière et le rayonnement électromagnétique. C'est la spectroscopie, science née aux environs de l'expérience de décomposition de la lumière par Newton. Revenons donc un peu en arrière afin d'aborder brièvement cette branche qui permit des avancées spectaculaires sur la compréhension de la lumière. Une avancée majeure eut lieu avec Fraunhofer début du XIXe siècle. Ce dernier, en analysant la lumière grâce à un réseau de diffraction, un outil qui donne des spectres bien plus précis qu'un simple prisme et permet de calculer les longueurs d'onde de la lumière, remarque en 1814 que la lumière solaire comporte des raies noires dans son spectre. Un an plus tard, il invente le spectroscope. Suite à cela, lui et plusieurs savants vont analyser les spectres produits par différentes sources lumineuses, telles des étoiles, des planètes, des flammes, etc. Toutes ces sources donnent des spectres lumineux avec des raies caractéristiques. En 1859, Bunsen et Kirchhoff donnent la preuve que les raies observées correspondent en réalité à des éléments chimiques qui absorbent certaines des longueurs d'onde. La spectroscopie permet alors d'analyser la composition des astres, des gaz, des éléments chimiques, etc. Analyser les spectres de lumière permet de comprendre la nature de la matière, une avancée majeure. On constate aussi que les spectres ne sont pas continus mais peuvent être décomposés en une succession de longueurs d'onde caractéristiques. Ce qui est intéressant dans l'amélioration constante de cette science est qu'elle est en quelque sorte à l'origine de la nature discrète de la lumière et du modèle atomique. À présent, revenons au XXe siècle. Après-guerre, une expérience prouve que la lumière peut être déviée. Cette expérience fait la une des journaux de l'époque et marque le triomphe de la relativité générale. Les jeunes se mettent alors à étudier Einstein et les travaux de celui-ci vont être à la base de la physique quantique. En 1924, Louis de Broglie postule la dualité onde-corpuscule. De 1925 à 1935, des jeunes issus de partout en Europe publient des articles de génie. Toutes ces contributions vont amener à la formalisation de la physique quantique. Outre les personnages déjà évoqués, citons Dirac, Pauli, Heisenberg, Schrödinger, Gamow, qui auront une influence majeure sur la formalisation et la compréhension de la physique quantique. Les avancées scientifiques ne s'arrêtent jamais, et à notre époque, voici ce que l'on peut dire sur la nature de la lumière. Elle est constituée de photons qui ne sont ni des ondes ni des particules. Il est juste pratique pour notre compréhension des phénomènes observés de la considérer parfois de nature ondulatoire ou corpusculaire. Il y a même une expérience récente qui montre qu'un photon peut se comporter en même temps comme une onde et un corpuscule. La magie de la physique quantique. Voici qui termine notre histoire de la lumière. En si peu de temps, je n'ai pu aborder qu'une toute petite partie du sujet. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je peux vous conseiller de par exemple lire Bernard Maite. Vous trouverez un lien dans la description. Retenez que toutes les théories scientifiques ne naissent pas de rien. Tous les chercheurs ont bénéficié de l'apport de leurs contemporains et de leurs prédécesseurs. Retenez aussi que la science n'est pas la vérité. Elle ne demande d'ailleurs qu'à être contredite par des propositions meilleures, comme vous l'avez constaté tout au long de cette histoire. Son seul but est d'expliquer au mieux les choses qui nous entourent et de tenter de nous les faire comprendre. Pour ce faire, elle a souvent recours à des concepts permettant de modéliser les choses. Dans la réalité, cela est souvent bien plus complexe et ne peut être représenté par de simples concepts et ou schémas. Ceux-ci sont juste là pour aider à la compréhension des thèmes abordés.
Comme on l'a vu pour la physique quantique, c'est encore plus complexe. Néanmoins, des expériences et ou applications concrètes permettent de montrer la réalité et la viabilité de cette théorie. Merci à tous ceux qui sont arrivés au bout de cette histoire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse. Dans la troisième partie, nous verrons que toutes ces découvertes ont des applications et applications dans le domaine de la photographie. À bientôt.